Salut. Alors vous pardonnerez ma tête fatiguée, ma petite voix du matin et tout ce qui va suivre. Hein. J'ai vraiment l'air fatiguée et le changement d'heure m'a littéralement niqué. Je suis pas du tout sensible au changement d'heure d'habitude, mais là c'est vrai que je le sens cette année. Et je suis complètement HS, donc je vais me préparer vite fait en même temps. Donc dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de mon premier trimestre de grossesse et du parcours avant grossesse aussi, qui n'a pas été des plus évidents, même s'il y a des personnes qui ont des parcours beaucoup plus compliqués et d'autres beaucoup plus simples. Moi j'estime être dans le milieu, même si je trouve qu'on en a quand même particulièrement chié. Mais voilà, encore une fois, je sais qu'il y a des parcours beaucoup plus longs, beaucoup plus compliqués que le mien. Donc je vais pas me plaindre dans cette vidéo, enfin je vais essayer de pas trop me plaindre. Mais je vais aussi essayer de pas enjoliver les choses, parce que je trouve que sur YouTube, moi personnellement, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai eu beaucoup d'angoisse. Donc ça, je vais y revenir plus tard, mais j'ai eu énormément d'angoisse du fait de mon passif. Quand je cherchais à essayer de me rassurer un petit peu, c'est vrai que sur YouTube, j'avais tendance à trouver que des vidéos ultra positives. C'est-à-dire que les vidéos de premier trimestre en général, je dis bien en général, hein, je fais une généralité, je sais qu'il y a des personnes sur YouTube qui n'hésitent pas à parler de leur grossesse un petit peu difficile, mais en règle générale, c'est que du positif. Et quand vous allez pas bien, que vous angoissez, et contrairement à ce que on pourrait penser, les vidéos trop positives, ça aide pas à aller mieux, ça fait culpabiliser d'autant plus. Et moi j'étais pas forcément ultra bien quand je finissais de regarder ce genre de vidéos, parce que je me disais putain, ça se passe bien pour tout le monde et moi c'est compliqué, j'ai des angoisses, j'ai des problèmes de merde et pourquoi en fait, pourquoi j'avais l'impression en fait d'être un petit peu seule, même si je savais que j'étais pas seule, c'était le ressenti que j'avais. Et je suis tombée sur les vidéos de Coucou les Girls, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup cette nana. Et enfin, elle a fait des vidéos où elle était brute, nature, où elle parlait de toutes ses angoisses, etc. Et moi, ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, enfin, je suis pas toute seule, quoi. Il y a des personnes qui ont le même ressenti que moi, et du coup, moi, ça m'a fait énormément déculpabiliser, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je me suis dit que quitte à faire une vidéo sur YouTube où je vous parlais de ma grossesse, où je vous parlerai de mes différents trimestres, et j'avais envie aussi de vous parler de ce qui allait pas, des angoisses, des problèmes, de machin, parce que des vidéos positives, si vous en voulez, il y en a énormément sur YouTube de dispo, et que moi c'est pas ce que j'ai envie. Alors évidemment il y a aussi des bons côtés, mais c'est vrai que les 3 premiers mois j'en ai très peu eu. Là ça commence à aller un petit peu mieux, mais c'est vrai que ça a été plutôt compliqué. Donc ça va pas être une vidéo triste non plus, hein. J'ai pas envie que vous vous apitoyiez sur mon sort, c'est pas du tout le but, hein. Mais j'ai envie de vous parler de comment ça s'est passé pour moi, et comment ça s'est peut-être passé pour d'autres personnes, et comment ça se passera malheureusement peut-être pour vous aussi. Toutes les grossesses, en tout cas tous les débuts de grossesse ne sont pas roses. Voilà, moi j'étais pas du tout en mode je pète des paillettes tous les 4 matins, c'était pas du tout le cas. Donc, je vais vous parler d'abord du avant. Avant cette grossesse-là. Il faut savoir qu'avec mon homme, donc ça va faire 13 ans qu'on est ensemble. Donc le projet bébé, c'est pas quelque chose qui est arrivé en un an comme ça, en un claquement de doigts. Enfin, c'est quelque chose qu'on a mûrement réfléchi. Moi, j'ai été prête plus tôt que lui, ce qui est logique aussi, hein. Je vais pas forcément rentrer trop dans les détails de notre vie privée, mais souvent, hein, faut savoir que souvent les hommes sont pas forcément prêts en même temps que nous les femmes. Et donc du coup, je pense que j'ai attendu facilement 2 ans avant que lui soit prêt aussi de son côté. 2 ans c'est long, mais en même temps ça passe vite, parce qu'entre temps on a eu des voyages, des choses qui ont fait que il y avait de quoi s'occuper, et puis voilà. Et puis quand tous les deux on a senti que c'était le bon moment, on a commencé à essayer tranquillement, tout doucement, sans se prendre la tête. On s'est dit bon, si ça prend, ça prend, si ça prend pas, ça prendra plus tard, et basta. Donc moi j'ai 36 ans là aujourd'hui, et donc on a vraiment commencé les premiers essais bébés, j'en avais 32, donc ça fait 4 ans.
en 4 ans, il s'est passé pas mal de choses pas du tout cool. J'ai fait 2 fausses couches sur avérées et je pense en avoir fait une 3e. Parce que il y a eu un moment où j'ai eu des règles tellement douloureuses. Alors moi, il faut savoir que j'ai des règles de base très douloureuses, à tel point que du coup on s'est souvent posé la question de savoir si j'avais pas de l'endométriose ou pas. Donc j'avais commencé de mon côté à faire les tests de ce côté là parce que il y avait quelque chose qui allait pas, et il s'est avéré que donc j'ai fait tous les tests, etc. Ça avait l'air plutôt bien et je devais passer une IRM. Et en fait je vais reprendre, même, je vous ai dit, hein, cette vidéo va être très fouillie. Donc, arrive 2017, je tombe enceinte. Donc, super contente, je venais vraiment juste de le découvrir. Hein. J'avais fait un test parce que j'avais quelques symptômes. Et voilà, donc j'en avais pas parlé à mon homme, j'ai fait le test, il était positif. Et il s'avère que c'était près de notre anniversaire de rencontre. Donc, je m'étais dit, je vais garder le secret, j'avais 2 semaines à patienter. Je vais garder le secret et je vais lui annoncer ça pour le jour de notre anniversaire, voilà, histoire que ça fasse une jolie surprise. Donc j'étais enceinte d'à peu près 4 semaines quand je l'ai découvert, donc c'était très récent. J'ai fait des prises de sang, j'ai fait le test de grossesse et après j'ai fait 2 prises de sang qui ont confirmé. Et puis 2 jours avant notre anniversaire, j'ai commencé à saigner et donc j'ai fait une fausse couche. Ça a été super compliqué parce que du coup je voulais pas lui en parler, parce que je lui avais pas parlé de la grossesse et que du coup ça aurait fait... Déjà pour moi c'était l'ascenseur émotionnel terrible et j'avais envie de l'épargner un petit peu sur ça. Sauf que 2 jours après c'était notre anniversaire, on avait prévu de se faire un resto, un ciné, blabla. Et j'étais pas bien du tout. Et donc je me suis un petit peu effondrée et donc je lui ai dit que je venais de faire une fausse couche, voilà, que ça faisait 1 semaine et demie que je l'avais découvert, que j'étais enceinte et que du coup voilà, c'était compliqué à gérer parce que c'était la première. Et en même temps je me suis dit bon, c'est compliqué, mais 1 semaine après le moral allait déjà un petit peu mieux. J'ai pas eu tant mal que ça parce que c'était vraiment récent quoi. Je veux dire 5 semaines c'est pas hyper avancé et donc du coup la souffrance était relativement modérée. Donc je m'en suis assez bien remise en me disant que ça arrivait à plein de femmes, que je l'avais peut-être découvert aussi un petit peu trop tôt et que du coup voilà, ça se trouve je m'en serais pas aperçue et ce serait passé comme ça. Donc la première elle a été un petit peu difficile moralement, mais en même temps je m'en suis vite remise et puis je me suis dit c'était pas pour cette fois et tant pis, ça prendra une autre fois. Donc 2017 se passe. Arrive 2018 et c'est là que je pense que j'ai fait ma deuxième fausse couche. J'en suis quasi sûre, j'ai pas fait de test, j'avais pas de symptômes en fait, mais vraiment ces règles là qui sont arrivées elles étaient beaucoup plus douloureuses que la moyenne. Et donc j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pas fait une fausse couche encore légèrement plus précoce que la précédente? Je savais pas trop. J'ai pas voulu... Il faut savoir que moi j'ai le syndrome de la blouse blanche aussi, donc si je peux limiter les médecins, je les limite vraiment au max. Et donc j'ai pas voulu... j'ai fait la conne, hein, parce que clairement si vous arrive un truc comme ça, si vous avez un doute, allez voir un gynéco, allez aux urgences, voilà. Faites quelque chose, faites pas comme moi. Mais moi j'ai fait un petit peu la con et je me suis dit... On va laisser pisser, ça devait être des règles plus douloureuses peut-être que d'autres, voilà. Donc j'ai laissé pisser et puis 2018 se passe et rien ne se passe. Rien n'arrive, toujours pas de grossesse. Donc là du coup on s'est mis, donc comme je vous disais tout à l'heure, dans les analyses parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait clairement pas. Je savais pas si c'était de mon côté. Moi j'étais quasiment sûre pas à 100% mais à 90% que c'était moi le problème et que c'était pas mon homme. On a quand même commencé à faire les examens chacun de notre côté. Et moi est arrivé, donc là on était en 2019, et est arrivé le moment où je devais passer mon IRM. Et le problème c'est que les IRM, les rendez-vous, il faut attendre 3 plombes, franchement. Donc j'avais pas de rendez-vous avant fin 2019. Donc mon rendez-vous arrive pour l'IRM 1 semaine avant et il est annulé. J'ai fait ok, ça me gonfle, j'en ai marre.
je reprendrai rendez-vous plus tard. Franchement, j'étais dans un mood où je savais même plus en fait vraiment si j'avais envie d'une grossesse ou pas. Je me disais, on profite quand même vachement bien de notre vie, on voyage, on est content, on fait plein de trucs et je me suis dit franchement l'IRM, si on me découvre un truc, ça va me plomber, ça va me mettre dans un mood horrible et j'ai pas envie, là à ce moment de ma vie, j'avais envie vraiment de profiter et de pas me prendre la tête. Donc je me suis dit, on va laisser finir 2019 et je reprendrai rendez-vous courant 2020 tranquillement et puis je m'occuperai de ça en 2020. 2020 ce sera l'année où au niveau de la santé je ferai tous les examens nécessaires possibles, etc. et on verra vraiment. Mais j'avais vraiment envie de finir cette année 2019 positivement. On a eu notre voyage au Japon en novembre 2019 pardon. Donc j'avais envie de finir là-dessus et d'être dans une année positive et pas dans des problèmes encore médicaux, des trucs comme ça. Donc arrive début 2020, je prends rendez-vous pour mon IRM, j'avais rendez-vous en juin. Enfin en avril normalement, mais entre temps notre cher ami Corona est arrivé et donc du coup ça a décalé beaucoup d'examens médicaux, hein. Je vous apprends rien du tout, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes pour leurs analyses, etc. Moi mon IRM du coup a été décalé au mois de juin alors que normalement initialement il était prévu au mois d'avril, mais en plein confinement c'était carrément pas possible, donc du coup on a décalé ça au mois de juin. Et puis début juin arrive et j'ai un retard de règles. Donc je me dis, on va faire un test. J'étais pas pour, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je fasse un test, que je vérifie. Test positif, j'en refais un le lendemain, test positif. Donc je prends un rendez-vous pour faire des analyses de sang. Donc première prise de sang et 48 heures après la deuxième pour vérifier que le taux évoluait bien, etc. Mon taux était un petit peu bas par rapport aux normes, mais il avait quand même augmenté, donc voilà. Arrive le rendez-vous gynéco, donc qui confirme, elle me fait, alors qui confirme pas d'ailleurs, elle me fait une écho. Donc les premières échos c'est en endovaginal, hein, c'est-à-dire qu'on vous insère une sonde et ça se fait comme ça se fait pas sur le ventre et elle voit rien. Elle voit rien, elle voit le sac, mais il n'y a rien dans le sac. Et donc, moi, j'étais pas rassurée, j'étais déjà très mal à ce moment-là parce que j'avais toujours peur de la fausse couche. Donc, le fait qu'elle voit rien, ça m'angoisse. Et je pense qu'elle a dû voir que j'étais angoissée. Donc, elle a commencé à vouloir me rassurer en me disant, vous savez, 5 semaines, c'est tôt, parfois on voit pas. Donc, on va se donner rendez-vous dans 15 jours. Et en fait, même pas une semaine après, j'ai fait une fausse couche. Enfin, il faut savoir que ça a été compliqué. On a été cambriolés une semaine après. Et quand donc je suis rentrée du travail et que mon homme était déjà là et qu'il me dit on a été cambriolés, que je rentre dans l'appart, que tout était retourné, je pense pas que c'était lié, mais en tout cas, dans l'heure qui a suivi, j'ai commencé à saigner, à avoir très très mal et donc... Et donc à faire une fausse couche. D'ailleurs, je vous ai dit 5 semaines, c'est pas du tout vrai. J'étais à 8 semaines. Je vous dis n'importe quoi, je suis un petit peu... ça me remue toujours un petit peu de parler de ça quand même. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que ça fait partie du parcours. Et je pense que vous comprendrez du coup les angoisses que je vais vous expliquer après que j'ai eues là les 3 premiers mois. Non, j'étais enceinte de presque 8 semaines quand j'ai été voir la gynécologue. Et donc elle me dit, vous savez, à ce stade, bon... on peut parfois ne rien voir, ça peut se développer, donc on fait le point dans 15 jours, blablabla. Et donc il y a le cambriolage, et 1 heure après, la découverte de l'appartement, je commence à saigner, et je me suis dit, c'est mort, je fais une fausse couche, c'est sûr et certain. Elle a été extrêmement, extrêmement douloureuse, autant psychologiquement que physiquement. J'aime beaucoup ma gynécologue, parce que je trouve qu'elle est très douce, etc. Mais sur ce coup-là, elle n'a pas du tout assuré. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à saigner, j'ai appelé le cabinet. La secrétaire m'a dit je lui transmets, elle va vous rappeler pour vous expliquer un petit peu, enfin voilà, pour faire le point avec vous. Et donc toute la soirée j'attends son appel, j'ai rien. Et en fait elle m'a appelé le lendemain mais en fin de journée. Donc il faut savoir que moi ça faisait plus de 24 heures que j'étais en train de pisser le sang, que j'avais des douleurs à me tordre partout. Et donc elle m'appelle et elle me dit bah vous êtes en train de faire une fausse couche, oui c'est confirmé, mais c'est pas grave, ça va passer. Ouais, donc rien d'alarmant si
si vous avez pas, je sais plus comment m'a sorti ça, enfin un gros poil c'était pas grave. Faut savoir que moi je venais de subir un cambriolage, que j'étais pas bien, que j'étais mais vraiment tordue de douleur. Franchement ça a été la pire douleur que j'ai eue et pourtant j'ai des règles encore une fois très 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 douloureuses depuis mes premières règles, hein, donc depuis mes 13 ans, ça a toujours été comme ça, donc je suis relativement habituée à la douleur. Et là c'était quand même un autre niveau. Mais elle avait pas l'air plus inquiète que ça, donc du coup j'étais là, bon ben je sais pas, je dois en faire des caisses encore, ou il doit y avoir quelque chose de pas normal dans mon comportement, et si elle s'inquiète pas, c'est qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter, et donc on va laisser faire comme ça. 3 jours se passent, j'avais toujours très mal, mais j'étais repassée sur des règles classiques, mais très très douloureuses et très abondantes. Et donc je vais voir mon généraliste m'arrête parce qu'il trouvait que j'étais pas bien, que j'étais déjà tordue de douleur, et honnêtement je me suis très très peu arrêtée dans ma vie à cause des douleurs de règles. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, donc là vraiment il m'a arrêté 1 semaine, il m'a dit on va renouveler encore 1 semaine si vous avez besoin, mais reposez-vous, etc. Donc pour le coup mon médecin généraliste a été beaucoup plus humain, je pense, face à la situation, même si encore une fois je pense que tout s'est bien passé, enfin voilà, bref, c'était une période compliquée. Du coup il en a profité pour me prescrire un bilan complet, etc. Enfin c'est moi qui l'ai demandé aussi pour faire le point, parce que moi j'ai des antécédents médicaux, des antécédents familiaux médicaux qui font qu'il était peut-être temps que je fasse quand même un bilan un petit peu complet au niveau sanguin, etc. pour voir où j'en étais, s'il n'y avait pas des soucis à détecter. Et il s'est avéré que mon bilan n'était pas très très bon. Enfin, il était bon quasiment partout, sauf la glycémie. C'était le truc que je redoutais le plus. Et parce que mon père était diabétique, mon père en est décédé. Donc vraiment, c'était quelque chose que je redoutais. Ça faisait des années que je pensais en tout cas faire attention à ce que je mangeais niveau sucre. Par la suite, j'ai découvert qu'en fait, je me plantais royalement. Mais je mangeais plus de gâteaux, je buvais plus de soda. Enfin, vraiment, je pensais avoir, de ce côté-là en tout cas, quelque chose de correct, et c'était pas le cas. Et donc c'était quand même une glycémie très élevée qui a fait penser à carrément du diabète, pour être clair. Donc là du coup je me suis dit ok, il va falloir que je me focus sur ça. Le bébé on laisse tomber pour l'instant, il y a des choses là, c'est vraiment ma santé. J'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que mon père avait pu faire, etc. par rapport à ça. Donc il faut que je me soigne, il faut qu'on trouve l'origine, essayer de voir comment on peut faire. Donc du coup on a décidé avec mon médecin de partir sur une remise en forme, régime, sport pendant 3 mois pour voir si, et évidemment surveiller le sucre diminuer drastiquement. Il y avait plein de choses en fait, tout connement, mais un grand verre de jus d'orange que je me faisais le matin, et ben c'était 20 grammes de sucre, sauf que 20 grammes de sucre c'était presque du coup ce que j'étais censée consommer dans la journée, donc ça typiquement je l'ai enlevé. Enfin j'ai fait vraiment plein de modifs, et donc les 3 premiers mois j'ai réussi à perdre quand même beaucoup de poids. On a fait un bilan 3 mois après, ma glycémie était redescendue, elle n'était pas revenue dans la norme mais elle était descendue, donc du coup on a décidé de refaire ça sur 3 mois, donc jusqu'au mois de novembre. Chose qu'on a fait, donc j'ai reperdu, alors entre juillet et enfin entre juin que j'ai commencé mon truc et novembre j'ai perdu presque 10 kilos. Et quand on a fait un bilan en novembre, ma glycémie était à nouveau descendue, elle était presque revenue dans la norme, mais pas tout à fait. Donc on était encore dans ce truc de est-ce que c'est du prédiabète ou est-ce que c'est lié au poids, et que du coup en reperdant encore une dizaine de kilos, je vais repasser dans la norme et ça ira mieux, etc. Donc on était sur ce truc là. Arrive novembre, on part au Japon, on revient, etc. Et donc arrive début décembre. Et là je m'aperçois que j'ai... alors je m'aperçois pas de suite que j'ai un retard de règles, puisque c'était début décembre, mais j'avais quelques symptômes. Et il y avait un truc qui m'avait fait très bizarre, c'est que j'avais rêvé que j'étais enceinte. Donc ça m'était déjà arrivé, mais pas aussi poussé. Là j'ai vraiment rêvé que j'accouchais, je voyais mon bébé, c'était très bizarre. Ça m'était jamais arrivé, et moi ça m'est déjà arrivé 2 fois dans ma vie de faire des rêves prémonitoires. Donc après on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas ce que j'ai rêvé, ça s'est avéré vrai et ça s'est passé. Et donc là je sais pas, j'ai eu un pressentiment, je me suis dit putain c'est bizarre. Bon,
Mi-décembre arrive et je vois ma chienne qui me colle plus que d'habitude. Mais vraiment, beaucoup plus que d'habitude, qui veut dormir vraiment collée à moi et collée près de mes hanches et de mon ventre. Je me suis dit, là, il y a quand même un truc sacrément bizarre. Mais avec le passif que j'avais pas envie de faire de test parce que je me suis dit, je vais faire un test et bim badaboum, dans la foulée, je vais avoir mes règles et je vais être déçue et ça va pas aller. Le moral, on approchait de Noël, j'avais pas envie d'être dans ce mood-là pour Noël. Donc je me suis dit, on va laisser. On va laisser. De toute façon, je compte pas me précipiter cette fois-ci. Si je suis enceinte, je suis enceinte. Et on aura bien le temps de faire tous les examens, etc. pour confirmer ça. Donc je vais attendre. Arrive le 23 décembre. Et là, je me dis, on est quand même invité dans la famille, etc. On va devoir boire de l'alcool. On va manger des fruits de mer, du saumon fumé, tous les trucs que vous n'avez pas le droit de consommer en étant enceinte. Donc je me suis dit là quand même il faut que je fasse un test parce que j'ai pas envie de déconner. Si je suis vraiment enceinte, j'ai pas envie de tout plomber parce que j'aurais bu ou parce que j'aurais mangé un truc qu'il fallait pas, etc. J'avais pas envie. Donc je fais un test le 23 décembre et il s'avère positif. Donc je me dis est-ce que je m'arrête à un test et on verra après les fêtes pour faire tout le reste ou pas. Vous doutez bien que j'ai pas pu tenir, hein. J'ai fait un deuxième test le 24 du coup. Et il était aussi positif. Donc là je me suis dit ok. Ok, qu'est-ce que je fais? On est le 24 décembre, est-ce qu'entre les fêtes je m'occupe des analyses de sang, le rendez-vous gynéco, etc. Ou est-ce que j'attends? Et là je me suis dit, j'ai calculé par rapport à la date de mes dernières règles, etc. Et je me suis dit, là on est à peu près à 4 semaines. Mes fausses couches je les ai fait entre 5 et 8 semaines, je vais attendre un petit peu. Donc j'ai décidé de laisser passer les fêtes et de m'occuper de ça début janvier. Donc j'ai fait mes analyses de sang le 4 janvier, le 6 janvier, positif avec un très bon taux, un taux bien plus élevé que ce que j'avais eu précédemment. Donc c'était plutôt encourageant, je me sentais pas trop mal. Donc j'avais pas tout ce qui était nausée, etc. Mais par contre j'étais méga angoissée quoi. Franchement, honnêtement, à chaque fois que j'allais aux toilettes, je regardais si j'avais pas de sang qui tombait. Même encore maintenant, hein, j'ai ce réflexe là, je sais pas pourquoi, mais j'ai ce réflexe de regarder systématiquement et d'avoir toujours cette petite appréhension de voir du sang. Donc entre le 6 janvier où j'ai fait mes analyses et le moment où j'ai pu avoir mon rendez-vous gynéco, il s'est passé 3 semaines. Donc j'étais à presque 8 semaines quand je suis allée voir ma gynéco. Et donc là, stress intense. J'étais tellement stressée que quand elle m'a pris ma tension, j'étais à presque 20 de tension, ce qui est ultra élevé. Et donc ça a soulevé aussi le problème d'un problème d'hypertension. Donc je partais avec du prédiabète et potentiellement de l'hypertension. Donc autant vous dire que ça, plus l'angoisse de faire une fausse couche, j'étais vraiment au plus bas. Mais vraiment au plus bas de mon moral. J'étais vraiment pas bien. Et voilà. Donc, elle me prend l'attention avant de me faire une écho. Donc, avant de savoir s'il y avait quelque chose ou pas. Donc, j'étais comme ça. Et donc, elle fait l'écho. Et là, elle voit quelque chose. Et on entend le cœur surtout. Et ce moment-là, mais je me suis dit, putain, ça y est. Je suis pas sortie d'affaire, mais au moins, il y a quelque chose par rapport à la dernière fois. Et il y a un cœur qui bat, il bat bien, et donc je me sens un petit peu soulagée. On sort de la salle, elle me reprend la tension, elle était toujours élevée. Et j'ai essayé en fait de lui expliquer que j'étais méga angoissée, et qu'en plus de ça, j'ai le syndrome de la blouse blanche qui fait que dès que je suis dans un cabinet médical, j'angoisse en fait. Même s'il n'y a pas lieu d'angoisser, j'angoisse, et donc ma tension monte. Mais elle n'était pas convaincue, et donc elle m'a conseillé d'acheter un tensiomètre et puis de me prendre la tension plusieurs fois par jour, de surveiller, de prendre des relevés, de faire des relevés très précis. Donc voilà, le rendez-vous se finit comme ça, elle me prescrit la première échographie, etc. Et donc je passe la journée comme ça, entre excitation de savoir qu'il y avait enfin un embryon, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un cœur qui battait, et l'angoisse de me dire je fais de l'hypertension, je fais peut-être du diabète, je vais pas pouvoir profiter en fait de mon début de grossesse et je peux pas me réjouir parce que j'ai la peur, cette angoisse là de faire une fausse couche et l'angoisse de tous les problèmes là que je vais avoir derrière, et donc ça allait pas trop. Je prends rendez-vous pour l'écho à la mater et tout, j'ai la chance d'avoir une maternité top à 2 minutes de chez moi à pied, donc c'est top.
Et voilà, donc j'ai rendez-vous pour mon écho 3 semaines après le rendez-vous gynéco. 2 ou 3 semaines après, je sais plus, enfin bref, on s'en fout. Et donc ça a été 3 semaines d'angoisse, mais totale, franchement, parce qu'encore je me suis imaginé mais qu'il pouvait m'arriver 10 000 choses, quoi. C'était horrible. Alors j'ai eu quelques symptômes en plus de ça, quand même, de grossesse qui rassuraient, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que moi j'ai pas eu tout ce qui était nausée, etc. J'en ai pas eu, donc tant mieux, hein, parce que je pense notamment à ma cousine par exemple qui en a chié comme jamais. J'étais plutôt contente de pas avoir ça, mais j'avais d'autres trucs. J'avais par exemple tout le temps froid, mais tout le temps, j'étais frigorifiée. Faut savoir que moi de base je suis pas quelqu'un d'ultra frileux non plus, donc c'est vrai que j'empilais les couches le soir et ça ne marchait pas, j'étais tout le temps frigorifiée, il fallait que je reste une demi-heure sur une douche, sous une douche brûlante pour réussir à me réchauffer un petit peu. Et ça c'est pas forcément un truc qui est ultra positif comme symptôme, donc ça me rassurait absolument pas. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme symptôme? Le manque d'appétit. Je pouvais quasiment plus rien manger, à part des féculents. C'était le seul truc qui passait. Les légumes, d'habitude j'adore ça, mais les légumes ne passaient plus. Sauf que les féculents, je pouvais très très peu en consommer du fait qu'il fallait que je me surveille au niveau de la glycémie. Donc du coup je mangeais quasiment rien, quoi. Et j'ai perdu, les 2 premiers mois j'ai perdu un peu plus de 4 kilos. Alors en soi c'était pas inquiétant parce que j'ai quand même du poids en trop, que du coup ça me permettait d'avoir... dans ma tête je me rassurais en me disant bon, j'ai des réserves, hein, le bébé a de quoi se nourrir, j'essayais quand même de manger un minimum, mais par rapport à mon appétit d'habitude, ça n'avait vraiment rien à voir. Et donc du coup j'ai essayé de me rassurer en me disant bon, tu perds 4 kilos, c'est pas non plus 15, y a plein de nanas... qui perdent du poids les premiers mois, c'est pas dramatique, et puis ça fera toujours ça de perdu pour la suite, et donc du coup ça me permettra d'avoir une petite marche, parce que moi le but en fait c'était de prendre très peu de poids. Je me suis dit si ma grossesse continue, évolue, je veux vraiment essayer de limiter au maximum la prise de poids, déjà parce que honnêtement je me suis fait chier à perdre du poids les 8 mois qui ont précédé, et honnêtement par rapport à ma santé, je voyais le bien que ça faisait sur la glycémie, etc. Ça m'emmerdait vraiment de me dire je vais tout reprendre, je vais reprendre plus et on va repartir sur un truc. Donc finalement bon, ça m'inquiétait pas plus que ça, mais c'était chiant parce que du coup j'avais pas d'énergie. Honnêtement je rentrais du taf à parfois 19h30 suivant mes horaires, et clairement à 20h30 j'étais déjà en train de comater sur le canapé à m'endormir, à 21h j'étais couchée, quoi. Donc autant vous dire que la vie privée il n'y en avait pas. On se voyait très peu avec mon homme finalement dans les premières semaines parce que j'étais tellement morte que j'avais même pas l'énergie de discuter ou d'échanger un petit peu, et le soir 21h max j'étais au lit, quoi, il n'y avait plus personne. Donc ça a été un petit peu compliqué, ça plus toutes les angoisses honnêtement que j'ai pu avoir, voilà, c'était compliqué. Donc la première écho arrive, elle se passe bien, enfin l'échographie en elle-même se passe bien. Le mec que j'ai eu c'était un enfoiré total, donc bon, on a décidé d'en rigoler avec mon homme, mais c'est vrai que c'était un petit peu dommage parce que moi j'étais déjà ultra angoissée d'avoir un connard fini qui au bout de 2 secondes dans la salle était déjà en train de s'énerver, de s'agacer, etc. Ça a été compliqué, mais bon, l'écho s'est bien passé, on a pu voir notre petit bébé, et ça a été un soulagement. Ça a été un gros soulagement de savoir que ça allait bien, même si j'avais à côté, j'ai continué à avoir des angoisses quand même, ce qui est normal, hein. Mais ça allait quand même beaucoup mieux psychologiquement. Une fois que cette première écho est passée, je me suis dit bon, là on est quand même à 12 semaines, bon, j'ai dépassé le stade de mes fausses couches précédentes. C'est toujours un truc qui peut arriver, mais il y a quand même de moins en moins de chances pour que ce soit le cas, donc je vais essayer quand même de profiter un petit peu, de me réjouir un petit peu quand même. Et puis donc est arrivé mon rendez-vous, mon deuxième rendez-vous gynéco, donc 2-3 jours après l'écho, pour pouvoir faire la déclaration auprès de la sécu, etc. Et elle m'a pas du tout rassurée, dans le sens où pour elle ma glycémie était quand même beaucoup trop haute. Il faut savoir que j'étais à ce moment-là à 1,15 à jeun, sachant que normalement il faut être en dessous de 1,10. Donc j'étais quand même légèrement au-dessus. Mais j'avais d'un côté mon généraliste qui
était moins alarmiste. Et puis ma gynéco qui, elle, par contre, me disait non, ça va pas du tout. Là, va falloir voir un diabétologue, cardiologue, etc. parce que ma tension était toujours élevée. Même si avec le tensiomètre, moi, chez moi, j'avais des mesures qui étaient, quand j'étais tranquille, quand j'étais zen, qui étaient très bonnes. Mais c'est vrai que j'ai ma tension qui avait tendance à monter facilement dès que j'étais stressée ou énervée ou autre. Elle pouvait monter vraiment très très haut. Et donc pour elle, ça la rassurait pas du tout. Donc elle m'a dit clairement ce jour-là que je n'échapperais pas à l'insuline. C'était quasiment sûr. Et que il allait falloir certainement faire des analyses au niveau cardio, etc. Donc elle m'a pris rendez-vous, enfin elle a essayé de me prendre rendez-vous à la maternité en fait, qui est un hôpital plus général hein, et qui avait un service d'endocrino, de diabétologie et de cardiologie, etc. Donc l'idéal c'était de tout grouper au même endroit. Et donc ça a été un petit peu le coup de massue parce que je me suis dit d'un côté il y a 2 jours on me disait que tout allait bien, que le bébé allait bien, etc. Que je m'étais dit que j'allais enfin pouvoir commencer à profiter un petit peu de cette grossesse tant attendue. Et puis là j'ai ma gynéco qui m'annonce que ça va être un petit peu la merde. Clairement elle a commencé à me dire que avec les risques d'hypertension, de diabète, etc. J'allais probablement pas avoir une grossesse normale, dans le sens où j'allais avoir beaucoup plus de suivi médical. Elle a commencé à me parler aussi césarienne, de l'envisager, puisque si l'hypertension s'avérait vraiment là avec le diabète, etc., il y avait trop de risques pour que j'accouche naturellement, donc du coup, voilà. Et donc moi je sors de là et je me dis, putain, alors donc, je suis diabétique, enfin pour elle j'étais diabétique, je vais devoir me piquer, donc je vais devoir avoir tout un protocole médical tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. Hypertension en plus, césarienne, enfin je suis sortie de là, j'étais complètement KO. Et honnêtement ça a pris plusieurs jours pour que j'encaisse le coup, que je fasse le deuil en fait. Honnêtement je parle vraiment de deuil, que je fasse le deuil de cette grossesse que j'avais tant attendue et que je m'étais dit que ce serait bien pas la grossesse idéale mais une grossesse normale quoi en fait, tout simplement. Je me suis dit ça fait un peu plus de 4 ans qu'on attend ça et non, j'y aurais pas le droit en fait. Vu mon âge et vu les difficultés qu'on a eu à avoir à ce que je tombe enceinte naturellement, je me suis dit j'aurais pas de deuxième grossesse. Dans ma tête c'était clair et ça l'est encore aujourd'hui. Je ne pense pas que j'aurai un deuxième bébé, je pense que ce sera notre seul enfant. Je voulais de toute façon à la base en avoir un, voire 2 grands max, donc c'est pas quelque chose, je rêvais pas d'une immense famille hein, de toute façon, mais ça a été super dur de se dire putain merde, je vais avoir qu'une grossesse et elle sera pas normale, je serai pas épanouie dans cette grossesse. Voilà, clairement, c'est ce que je me suis dit et c'est ce qu'il a fallu que j'encaisse. Et je viens de me foirer le mascara. Bon, va falloir que j'encaisse et ça a pris vraiment plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, honnêtement, je pleurais tout le temps. Je pleurais pour rien. En plus, je m'en voulais de pleurer comme ça parce que je pensais à toutes ces personnes qui galèrent pour avoir un enfant, que ce soit de manière naturelle ou de manière aidée. Moi j'ai pas été jusqu'au protocole FIV parce que je n'avais pas envie. J'ai eu plusieurs expériences dans mon entourage qui m'ont fait beaucoup réfléchir à ça et j'avais pas envie d'imposer ça à mon corps. J'avais déjà ces problèmes de diabète, etc. Je voulais d'abord régler ça et honnêtement j'avais pas envie d'en rajouter une couche avec ces protocoles là. Donc c'est vrai que quand j'ai fait ma fausse couche au mois de juin, à ce moment-là, je m'étais dit c'est fini. Je veux plus essayer, enfin je veux plus passer par là parce que franchement c'est trop de souffrance, que ce soit physique ou psychologique, et donc faut envisager d'autres solutions. La FIV pour moi il n'en était pas question, on en a discuté, hein, j'étais pas la seule à prendre cette décision, mais la FIV c'était pas un truc que je voulais m'imposer. Et donc on était en réflexion sur l'adoption. Et donc c'est là qu'on a découvert que j'étais enceinte, etc. Donc quand j'ai découvert là tous ces problèmes qui arrivaient, je me suis dit putain, voilà, ce sera ma seule grossesse et ça va se passer comme ça, voilà, ça va être hyper médicalisé,
médicamenteux aussi, tout ce que je voulais pas, tout ce que je redoutais. Et ouais, ça m'a foutu vraiment un énorme coup moral. J'avais toujours en plus cette angoisse de faire une fausse couche. Donc tout ça groupé, franchement, ce 3e mois de grossesse, il a été un petit peu horrible. Et donc il y a 2 semaines maintenant, j'ai eu un rendez-vous avec une endocrinologue, donc une diabétologue spécialisée dans le diabète. Comment vous dire? Alors la personne en elle-même, elle est très à l'ancienne, voilà, très différente de ce que j'espérais. Mais je me suis dit, bon, c'est un suivi pendant la grossesse, voilà, je vais faire un effort, etc. Et donc elle m'a évidemment parlé directement d'insuline. Il était hors de question que je fasse autre chose que de l'insuline, parce que mon taux était beaucoup trop élevé. Faut savoir que quand j'ai eu mon rendez-vous chez le diabétologue, ça faisait déjà 1 mois que je me piquais pour surveiller mes taux, donc avant repas, enfin à jeun, avant repas, après repas, etc. Et donc je me piquais 6 fois par jour. Donc j'avais déjà en fait cette courbe comme ça qui traçait mes glycémies, et je m'étais bien aperçue en fait qu'il y avait un souci, évidemment. À jeun j'étais un petit peu trop élevée, et après les repas ça montait beaucoup trop par rapport à ce que ça devrait monter. Donc voilà, elle m'a directement mise sous insuline, et donc là ça fait 2 semaines que je me pique matin et soir en insuline. On teste comme ça, donc moi je prends de l'insuline lente. Je prends de l'insuline lente, donc qui a un taux de régulation de 12 heures. Donc je me pique le matin, ça régule normalement les repas sur la journée, et le soir ça régule le repas du soir et la nuit. Ça fonctionne. Il faut que je fasse attention suivant ce que je mange. Par exemple, hier soir j'ai mangé un bagel, et clairement mon taux après manger il était trop élevé. Mais le reste du temps je fais attention, donc je me dis tant pis si j'ai un jour ou un soir par semaine où mon taux il est trop élevé, et fuck, j'ai quand même envie de profiter un minimum. Je me dis que c'est pas un repas sur tous les repas que je prends sur plusieurs jours qui peut faire du mal au bébé. Alors j'ai peut-être totalement tort, mais je vais péter un plomb en fait clairement si je m'accorde pas de temps en temps ce genre de petits plaisirs, parce que je peux pas avoir ces petits plaisirs de grossesse. J'ai des envies comme ça de trucs que je peux absolument pas faire, puisque glycémie oblige, un diabète gestationnel oblige. Je ne peux pas. Donc je m'accorde de temps en temps quand même des petits craquages. Vraiment, manger un bagel, le craquage, on est au top. Mais par exemple, clairement, les bols de fraises à 3h du mat, ce genre de trucs qu'on entend un petit peu partout, moi j'y ai pas le droit, je peux pas. Même si j'ai envie de ça, je pourrais pas. Donc voilà, donc je régule à peu près pour l'instant. Après c'est possible que je sois obligée de passer à de l'insuline rapide, donc vraiment le truc que vous faites avant chaque repas, etc. Enfin, c'est possible que les mois prochains je doive passer à ce genre de truc, mais pour le moment ça fonctionne. Je suis juste en train en fait d'essayer de trouver le juste dosage, puisque en fait c'est à moi de le trouver. En fait, pour vous expliquer vite fait, donc l'insuline en fait c'est un espèce de liquide, enfin une solution que vous injectez. Donc moi je me l'injecte dans la cuisse parce que c'est de la lente. Si je passe à la rapide, je crois qu'il faudra que ce soit dans le ventre, enfin le truc que je redoute vachement, donc voilà. Mais bref, donc en fait c'est par système d'unité, en fait c'est des doses en fait qui vont de 0 à je crois 60. Il me semble que mon aiguille va jusqu'à 60. Là, moi, actuellement, j'en suis à 6. 6 unités, ça régule, je trouve, pas mal. J'ai commencé, donc elle m'a dit de commencer à 3, et donc de voir en fonction de mes taux, etc. si ça marche. Si ça marche pas, il faut augmenter de 1. Et comme ça. Donc j'ai commencé à 3, et là, j'en suis à 6. Et 6, ça a l'air d'être un bon dosage. Si je fais très attention, je pense que les jours où par exemple je mange un bagel, clairement la dose de 6 elle n'est pas suffisante, ou faudrait peut-être que quand je fais des repas comme ça que je sais qu'ils vont être un petit peu lourds, et faire de l'insuline rapide. Ça faudra que je vois avec le prochain rendez-vous que j'aurai avec ma diabétologue, de voir si c'est possible de mixer les deux ou pas, parce qu'encore une fois j'ai besoin d'avoir de temps en temps un petit cheat meal, un petit truc, mais juste un quoi. Genre, on avait une tradition avec mon homme, là, on aime bien suivre Koh-Lanta.
Et donc le vendredi soir c'est pizza Koh-Lanta normalement. Sauf que du coup là je peux plus parce que si je mange une pizza, clairement mon taux il défonce tout, hein. Je peux être presque à 2 grammes si je mange une pizza quoi. Donc je pourrais me contenter d'une part, mais même une part en fait ça le fait un peu trop monter et donc c'est frustrant. C'est frustrant d'une part de s'arrêter à une part de pizza parce que bon, je suis plus toute seule maintenant quoi, hein. Je suis censée manger pour 2 donc une part de pizza c'est vraiment léger. Mais voilà, ce serait frustrant parce que je me dirais une part déjà de base c'est frustrant et en plus de ça de me dire que même une seule petite part ça me fait monter mon taux, franchement c'est relou. Donc voilà, donc j'essaie de trouver la juste mesure, hein. Même par exemple un repas en famille, il y a des trucs que je serais un petit peu obligée de manger, en tout cas je peux pas imposer mes repas ultra légers, mes trucs, enfin je peux pas imposer ça à mon entourage, il en est hors de question, donc ça va falloir que je vois comment on peut faire. Mais aujourd'hui j'en suis là. Donc j'en suis à pas trop de symptômes. Si j'ai évidemment des douleurs ligamentaires depuis le début. Les douleurs ligamentaires en fait c'est l'utérus qui s'étire hein, pour faire de la place évidemment. Et donc ça vous provoque des petites douleurs plus ou moins fortes. Moi ça s'apparente beaucoup à des douleurs de règles. Ce qui fait que du coup ça calme pas ces angoisses là de me dire est-ce que j'ai mal parce que c'est les douleurs ligamentaires et que c'est normal ou est-ce que j'ai mal parce que je suis en train de préparer une fausse couche. Donc j'ai toujours de temps en temps cette idée là, par exemple ça fait 2 jours que j'ai des douleurs ligamentaires et donc qui se rapprochent beaucoup de douleurs de règles et c'est un peu angoissant. C'est un peu angoissant, même si j'en ai beaucoup moins de ces angoisses là, franchement ça reste quand même désagréable de se dire j'arrive toujours pas à profiter pleinement, à me dire c'est bon, c'est lancé, même si ça fait 4 mois et demi. Alors j'en suis à 19 semaines presque. Mais voilà, toujours pas dans un coin de ma tête, j'ai toujours cette peur débile. Alors c'est plus vraiment la peur de la fausse couche maintenant, c'est la peur que le cœur s'arrête de battre. Super. Donc là j'ai mon écho, j'ai mon rendez-vous gynéco dans un peu moins de 2 semaines. Et donc je recommence à voir, là j'ai eu 3 semaines de relative, on va dire, de relatif calme, on va dire, d'apaisement. Mais là je recommence depuis 2-3 jours à avoir des angoisses un peu coconnes, mais qui sont là et qui me plombent et qui me minent un petit peu cette grossesse. De me dire, ouais, le cœur, ça se trouve, voilà, j'ai le ventre là qui grossit de jour en jour, mais... est-ce que c'est pas un petit peu symptomatique, c'est-à-dire que y a plus rien qui se passe dedans et voilà, et mon corps continue à me faire croire qu'il y a quelque chose et donc c'est très con. Je résiste à l'envie en fait honnêtement d'aller soit de prendre une écho, ce qu'ils appellent les échos plaisirs. Donc ce sont des échographies que vous pouvez faire en dehors des échographies qui sont obligatoires, mais qui sont entièrement à votre charge si vous voulez le faire. Donc je résiste à ça. Et je résiste aussi à mon angoisse et à me dire je vais aller aux urgences gynéco et il faut que j'en sois sûre, il faut que j'ai le cœur net pour pouvoir souffler. Donc c'est un petit peu tout ça c'est compliqué à gérer au quotidien parce que y a ce mélange de ça y est on va avoir un bébé, ça y est on va, ce qu'on attendait va arriver et puis de se dire non, en fait non. Ça va pas se passer comme ça et il va se passer quelque chose de terrible, etc. C'est vraiment c'est débile, encore une fois, parce que je sais, quand je vous le dis et même quand j'y pense, je sais que c'est débile et que c'est non fondé, puisque mes dernières échos étaient bonnes, puisque moi, mis à part le diabète et la tension qu'il faut que je surveille, tout va bien, a priori, voilà, les mesures sont bonnes, etc. Mais j'y peux rien, je peux pas m'arrêter d'angoisser comme ça, et ça me mine le moral, et ça mine toute cette grossesse. Donc c'est vrai que l'autre jour quand je discutais avec une de mes collègues, je lui disais clairement que je déteste être enceinte en fait. Moi j'ai juste qu'une hâte, c'est que ça se finisse, que j'accouche, que j'ai le bébé et que donc notre vie commence à 3, parce que pour moi là elle n'est pas encore commencée, d'autant plus que je le sens pas bouger en fait. C'est encore un petit peu tôt, je pense que, j'espère que d'ici 1 à 3 semaines, je commencerai à le sentir bouger, ce qui me rassurera quand même pas mal du coup. Mais c'est vrai que là, j'ai pas ce truc, donc j'ai rien en fait pour me rassurer, pour me dire ça va. Donc
Donc ouais, je suis pas heureuse pour l'instant d'être enceinte. Ça viendra peut-être les mois qui vont arriver. J'espère pouvoir un petit peu, un minimum, profiter au moins 2-3 mois d'avoir ce côté heureux. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué à gérer. Voilà. Donc c'était mon premier petit bilan de ces 3 mois. Donc qui sont pas du tout heureux. Mais je suis quand même... voilà, vous l'aurez compris, c'est très... j'ai des sentiments très ambivalents là. Depuis 4 mois maintenant, je suis contente, mais en même temps, j'ai cette angoisse perpétuelle et qui me bloque et qui m'empêche de me dire, de savourer en fait tout ça. Donc ouais, c'est compliqué. J'espère que le prochain bilan sera beaucoup plus positif, mais pour l'instant, ça l'était pas. Et je pense que c'est important de dire aussi que ça l'est pas toujours et que on n'est pas toujours sur un petit nuage et que tout n'est pas parfait et que vous pouvez avoir des angoisses et que c'est normal et que vous n'êtes pas un monstre parce que oui, vous êtes enceinte, il y a plein de personnes qui n'y arrivent pas, mais voilà, vous avez le droit aussi, je pense, d'être inquiète, d'être tracassée, de pas être heureuse d'être enceinte, même si vous êtes heureuse d'attendre un bébé. Voilà. J'ai une grosse pensée aussi, encore une fois, pour toutes les personnes qui sont en essai, qui galèrent, qui ont des difficultés, qui ne pourront peut-être jamais avoir d'enfants. Moi, je me considère encore, pour le moment, c'est ça en fait qui est difficile à gérer, c'est que je considère encore que je suis un petit peu dans cette catégorie-là. Et je pense que tant que j'aurai pas accouché, en fait, je me sentirai pas maman. C'est un petit peu compliqué. Voilà, donc c'est tout pour ce bilan. Si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter, si vous avez ces mêmes interrogations, ces mêmes angoisses, ou si au contraire tout a été bien pour vous aussi, mettez-le en commentaire parce que moi ma vidéo elle est pas ultra positive, elle est pas... Voilà, mais peut-être que ça fera du bien à d'autres personnes. Moi je disais que les vidéos positives en fait ça me faisait culpabiliser, mais vous êtes peut-être pas comme moi, vous avez peut-être besoin d'être rassuré en entendant des témoignages ultra positifs, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez vécu une belle grossesse, si vous vivez une belle grossesse, à le mettre en commentaire, parce que peut-être que ça fera du bien à d'autres. Moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc on partira sur autre chose. Là j'avais envie de parler de ça, mais vous n'aurez pas des vidéos grossesse tous les 4 matins sur ma chaîne non plus. Voilà, je vais peut-être finir par un petit baby bump, un petit peu, vous montrer un petit peu le ventre quand même, parce que mine de rien, c'est le seul truc qui me fait dire que je suis enceinte, et donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ça vite fait. Voilà le bidou qui est quand même bien là. Ouais, vous voyez bien, je pense. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis